Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Où va le monde? Un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Arakat Chadourian, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui une émission sur Marseille. On remercie encore une fois chaleureusement la CPME 13 qui nous a mis en lien. Pour commencer, je vais te laisser te présenter. Peut-être ton âge. Ah, si tu veux, 2 fois 30 ans bientôt, l'année prochaine, 59 ans. Je suis né au Liban, arménien d'origine. Avant tout, quand je me présente, c'est citoyen du monde, Arakat Chadourian, citoyen du monde, arménien d'origine, né au Liban, français, européen, marseillais et célibataire. Waouh, Voilà. pas mal. Et membre actif et parrain de Trisomie 21. C'est une association à Marseille, à Niolon, où j'amène des jeunes qui sont atteints de trisomie à faire des activités sportives. D'accord. Quelle langue tu as parlé la première fois? Tiens d'ailleurs, j'ai une petite question. Né au Liban? Arménien, ma langue maternelle. Ok. Mes parents sont arméniens et au Liban, on parle l'arabe. Mais je suis allé dans une école arménienne où on apprenait l'arabe, l'arménien et l'anglais. Et voilà, c'est que j'avais ma mère enceinte, comme il n'y avait pas d'échographie à l'époque. Alors le médecin lui dit, attendez, il y a un deuxième qui arrive. J'ai un frère jumeau. Ma mère en pleure et elle disait comment je vais faire pour m'en occuper. Elle n'attendait pas du tout d'enfant. Alors je suis né à 1,450 kg. Mon frère aussi. On a passé 1 mois et demi dans une couveuse et c'est parti comme ça. Et mon père rentrait à la maison avec une bouteille de whisky qu'il essayait de la vider tous les soirs. L'ambiance n'était pas terrible. La chance de commencer le scoutisme au Liban à 6 ans et ça m'a apporté énormément. À l'âge de 9 ans, la guerre a commencé. Je commence à perdre le pied. À l'école, ça n'allait pas, je redoublais. Et pour avoir argent de poche, l'été, j'allais travailler comme réparateur de vélo, maçonnerie, plombier, etc. Et à l'âge de 15 ans, je rentre dans le métier de la joaillerie, par hasard, dans un atelier, pareil, pour 2 mois d'été, quoi. Alors, je commence à faire le café au patron, balayer, faire les courses, tout ça. Et chaque fois que je le regardais faire, il me dit, va me faire un café ou va me chercher un sandwich. Alors, à force de le regarder, on m'avait dit, il faut voler le métier. Alors, ça veut dire, il faut copier, il faut le regarder. Alors, je le regardais faire. Voler du regard. C'est ça, voler avec le regard. Et je lui demande qu'il me donne du travail. Alors, il commence à me donner du travail et je commence à apprendre. Et comme la guerre ne s'arrêtait pas, j'ai 19 ans. J'ai de la chance d'avoir un oncle à Marseille. Je quitte le Liban pour 3 mois avec un visa de 3 mois. J'arrive à Marseille chez mon oncle. Je ne parle pas un mot de français, 100 € en poche et avec une valise. Et mon oncle m'a dit, qu'est-ce que tu sais faire? Je lui ai dit, je suis joaillier. La chance, quand je rencontre des jeunes qui sont dans les écoles de métier, et de dire, c'est d'avoir de l'or dans les mains. On peut aller dans n'importe quel pays dans le monde, quand on a un métier, on peut s'asseoir et travailler tout de suite. Alors moi, j'ai eu de la chance, je commence à travailler tout de suite. Et voilà, et ça allait, premier mois, deuxième mois, troisième mois, je gagnais le SMIC à l'époque. Et j'ai dit à mon oncle, je veux aller prendre un appartement. Je loue un appartement de 15 mètres carrés. Et j'allais travailler, mais à la fin du mois, il ne me restait plus rien. Une fois payé le loyer, l'électricité, le téléphone, la bouffe, il ne me restait plus rien. Et là, je commence à me dire, comme j'avais promis à ma grand-mère, d'ouvrir mon propre magasin le plus tôt possible. Et ma grand-mère, elle m'avait dit, si tu économises, je double la mise. Si tu mets 200 € de côté, je mets 200. Belle motivation. Exactement. Ça marche par 2 alors. 2 fois 30, 2 fois le loyer. C'est ça. Alors je commence à économiser, mais pour économiser, je mangeais un croissant au lieu de 2 le matin. À midi, un sandwich avec un soda. Alors je commençais à plus boire le soda pour économiser aussi. Demander de faire des heures sup. Le soir, des olives et du fromage. Et je sortais pas, j'achetais rien, quoi. Je veux dire, je n'achetais pas de vêtements, avec lesquels je suis arrivé pendant 5 ans, c'était ça. Et quand j'allais au restaurant, il y avait sur la Canebière un restaurant où
En allant au cinéma, avec le ticket de cinéma, j'avais une réduction de 20%. J'allais ramasser les tickets de cinéma devant le cinéma et j'allais avec le ticket comme si je suis allé au cinéma pour avoir une réduction. Alors, c'est comme ça que j'ai pu économiser. Et dès que j'ai eu à peu près 1000 euros, enfin à l'époque c'était 5000 francs, j'achète du matériel, de bijouterie, une établie, tout ça, et je le mets dans mon studio. Et comme je ne pouvais plus bouger, je change d'appartement, je passe à 115 mètres carrés, j'installe le matériel et j'ai dit à mon patron, tu peux me donner 2 heures du travail pour faire des heures sup. Et il commence à me donner du travail et je me levais à 5 heures du matin, je travaillais chez moi jusqu'à 9 heures, de 9 heures à 19 heures chez mon patron et de 19 heures jusqu'à 2 heures du matin chez moi. Et je triplais mon salaire. Et comme ça, j'ai pu économiser. Et au bout de 5 ans, à l'époque 50 000 francs, au jour d'aujourd'hui à peu près 30 000 euros, j'ouvre mon propre magasin. Et pareil, 16 heures par jour, 17 heures par jour. Mais pour ne pas perdre de temps, j'achète l'appartement au-dessus. Je vais voir un banquier, j'ai dit, écoutez, il y a un appartement qui est à vendre. C'était une taudis, hein, il fallait tout le refaire. Le week-end, j'ai passé retaper l'appartement et dans la semaine, je travaillais. Et comme j'étais sur place, je me levais à 4h50. À 5h, j'étais au travail du matin. Et je bossais jusqu'à pas d'heure, 22h, 23h. J'allais me dormir, je redescendais travailler. Ou des jeunes qui sont venus apprendre le métier, je les ai embauchés. Une deuxième boutique à l'âge de 28 ans. Et ça allait très fort, je ne faisais que bosser. À l'âge de 40 ans, mon ami d'enfance m'appelle au Liban pour me dire « Viens, je prépare le marathon du Liban ». Je dis « Ok », je prends mes baskets, je pars pour 15 jours et je commence à m'entraîner avec lui. Et je rencontre une jolie fille. Elle me dit « Tu viens de courir le marathon avec moi ?» Bah évidemment. Je n'ai pas pu dire non. Je reviens à Marseille, je m'entraîne pendant 2 mois et je pars courir mon premier marathon. Ça donne des ailes alors. Exactement. Du coup, retour à Marseille. J'étais dans un club de course à pied et je commence à m'entraîner avec eux. Les copains me disent, viens, on va faire le marathon de Paris, marathon de Marrakech, marathon de Barcelone. On commence à faire des marathons. Une autre jolie fille me dit, viens, on va faire le Diagonale des Fous à La Réunion. Diagonale des Fous, une des courses les plus dures au monde, 170 km, 10 000 mètres dénivelé positif. Et pour me préparer, je suis parti à Chamonix. Et comme j'étais à Chamonix, en altitude, j'ai dit, tiens, si je gravis le Mont Blanc. Je fais un stage de 3 jours et je gravis le Mont Blanc avec beaucoup de difficultés. Arrivé au sommet, extraordinaire, lever du soleil, 6h30 du matin, j'ai dit tiens, je veux gravir des sommets. Ça m'a plu. Le deuxième sommet que j'ai gravi, on fait tous ça. Hein. Voilà. Et si on a envie, on le fait. C'est vrai. Et le deuxième sommet, c'est le mont Ararat. En tant qu'Arménien, il se trouve aujourd'hui en Turquie. C'est très symbolique pour moi d'aller amener le drapeau de l'Arménie et le drapeau de la paix au sommet. Je pars gravir le mont Ararat qui culmine à 5165 mètres. Après ça, j'ai dit je vais aller encore plus haut, mais chaque fois que je me dis bof, parce que mon père, à chaque fois que je lui disais quelque chose, il disait bof. Alors du coup, moi aussi, je suis quelqu'un d'insatisfait. Hein. Il y a 3 sortes de personnages, je pense, l'insatisfait, l'ambitieux et le paresseux. Moi, je suis quelqu'un d'insatisfait, alors du coup, je vais aller encore plus haut. C'est une forme de motivation, c'est sûr. Tout à fait. J'ai oublié de dire qu'à 40 ans, j'ai entamé une psychanalyse aussi. Parallèlement, je suis devenu végétarien, j'ai commencé le sport et à la fois, je commençais à lever le pied grâce à la psychanalyse. À lever le pied. C'est une jolie image. Oui, exact. Voilà. Okay. Du travail, on va dire, parce que je commençais à dire, mais bon, je vais aller jusqu'où comme ça, là, travailler 18 heures par jour, prouver à mon père. J'ai acheté une maison à mes parents, par exemple. À l'âge de 40 ans, ils habitaient à Aix-en-Provence, ils étaient en locataire et ils voulaient venir à Marseille. Je dis bon, pour lui prouver que j'avais réussi, j'ai acheté une maison. Mais bon, il ne m'avait jamais dit bravo ou quoi que ce soit. Alors du coup, enfin, j'attendais ça après 7 ans. De père en fils alors. C'est ça, insatisfait lui aussi de lui-même. On ne va pas rentrer dans les détails de mon père, mais il n'était pas bien dans ses baskets. Enfin, c'était très très compliqué. D'abord, tout petit, il disait tu m'appelles par mon prénom. J'appelais par son prénom et j'appelais jamais papa, quoi.
Et il n'assumait pas d'être père, enfin c'est très compliqué. Et l'analyse, tout ça, le sport et tout, j'ai découvert autre chose. Je commençais à dire, bon voilà, je continue à comment dire, me prouver à travers le sport maintenant. Et voilà, le Kilimandjaro, et retour à Marseille. Une autre jolie fille me dit, viens nous raconter dans l'association comment tu fais tout ça, comment tu te prépares et tout. J'ai oublié de dire qu'à 5 heures, je ne me levais plus pour aller travailler. À 5 heures, je me levais pour aller m'entraîner. 3 fois par semaine, je m'entraînais et 3 fois par semaine, je travaillais tôt. Et à la fin de la conférence, je tourne vers le président de l'association en lui disant, c'était en 2013, dans 2 ans, c'est le 100e commémoration au génocide des Arméniens et pour tous les génocides qui ont été perpétrés 20e et 21e siècle, si vous voulez que j'aille au plus haut sommet du monde pour délivrer un message de paix, de mémoire et de reconnaissance, il faut que vous m'aidiez financièrement, ça coûte 50 000 €. Il m'a dit banco. Et je dis, c'est parti. J'étais surpris parce que quand je suis arrivé à cette association, il y avait une affiche énorme, marquée Ara Khachaturian, sportif de l'extrême. Et moi, sportif de l'extrême, rien du tout. J'allais faire les choses, ça me plaisait. Et voilà. Alors, d'un coup, ça m'a fait tilt. Enfin, on a suggéré, c'est ça, une trajectoire un peu alors, c'est ça? Exactement. Et je me rends compte qu'au jour d'aujourd'hui, tout ça, c'est des rencontres qui ont fait que je suis parti. Et voilà, on a peut-être poussé un peu la limite en se disant, il pourra aller un peu plus loin. C'est ça, si je comprends bien. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils avaient mis? Ils avaient mis comme ça. Ils avaient distribué des flyers à Khachaturian, sportif de l'extrême. Il faut assumer après. Voilà, exactement. Exactement ce qui s'est passé. J'ai dit, je veux assumer ce qu'ils ont dit de moi. Et du coup, j'annonce ça. J'annonce d'aller gravir le plus haut sommet du monde, de l'Everest, 8848 mètres. Et ils m'ont dit oui. Et moi, je plaisantais à moitié. Alors je rentre chez moi, j'ouvre mon ordi, j'ai dit il faut que j'aille m'entraîner maintenant. Alors du coup je pars au Pérou, Bolivie, Équateur et je gravis Sajama, Cotopaxi, Chimborazo, Huascarán, 6000, 6003, 6005, 6700 mètres d'altitude et d'autres sommets de 4000 et de 5000 en acclimatation. J'ai gravi en 36 jours 9 sommets. Je reviens, 2014, je me dis il faut que j'aille plus haut parce que ça ne suffit pas à faire 6007 quand tu vas gravir un 8800. Je pars gravir le pic Lénine en Kyrgyzstan, qui culmine à 7124 mètres. Et 2015, je pars pour l'Everest. Ils n'ont pas pu tout récolter, j'ai mis moitié de ma poche et je pars 25 avril, camp de base, tremblement de terre, 23 000 morts à Katmandou, parmi les alpinistes 20 morts, 60 blessés et moi je faillis mourir. Retour à Marseille. À l'aéroport, il y avait les journalistes qui m'attendaient. J'annonce que, impérativement, je veux retourner en 2016 pour porter le drapeau au sommet. En 2016, je repars. Après 46 jours d'ascension, j'atteins le sommet le 22 mai à 8h30 du matin. Et je pose le drapeau de la paix, le drapeau de la France, le drapeau de Marseille et plusieurs drapeaux. Et la Bible au sommet de l'Everest, première fois dans l'histoire de l'humanité, la Bible au sommet de l'Everest, où j'ai rencontré Pape François et je lui ai remis la photo de la Bible au sommet de l'Everest. Et je remercie à chaque fois que je fais un sommet la France de m'avoir accueilli en 1983, Marseille de m'avoir adopté et les Marseillais qui m'ont adopté. Et c'est grâce à eux que ce que je suis aujourd'hui. Et chaque fois, ma façon de remercier, c'est d'amener le drapeau de la France au sommet. Retour chez moi, j'ai perdu les bouts de mes orteils. J'ai changé mon billet d'avion, je suis rentré plus tôt, je suis allé à l'hôpital et ils ont failli m'amputer les 2 gros orteils. Ils ont devenu nécrosés. Mais ils ont sauvé. Alors j'ai resté 1 an dans un caisson hyperbare pour justement vasculariser pour pas qu'on ampute, que j'étais pas la chance, ils n'étaient pas comment dire, l'os n'était pas touché. Ouais. Alors, les amis m'ont dit quel est ton prochain défi? J'ai écrit une lettre au président Erdogan, le président turc, quand j'étais au camp de base à 4h30 du matin. Première fois dans ma vie, j'écrivais une lettre. Et Erdogan, en plus la première. Voilà, pour lui dire qu'il faut qu'il reconnaisse le génocide des Arméniens perpétré par l'Empire ottoman en 1915.
Je dis dans ma lettre qu'il n'était pas né quand ça s'est passé, il n'est pas fautif. Et les premières victimes, c'est les soldats turcs qui ont reçu l'ordre de chasser les Arméniens. Et le deuxième victime, c'est le peuple turc. Et le troisième victime, c'est les Arméniens. Ce qui se passe dans toutes les guerres et dans tous les génocides. Les donneurs d'ordre qui sont responsables. Ce n'est pas l'armée, il est obligé d'y aller, mais enfin, ils ne peuvent pas y aller aussi, les généraux, de ne pas accepter l'ordre. Mais malheureusement, voilà, ça s'est passé. Et je voulais lui donner un même propre. Je suis parti de Marseille, de Vieux-Port, le 7 avril 2018, en courant. Marseille, Monaco, Italie, Slovénie, Croatie, Serbie, Bulgarie, Grèce, Turquie, Géorgie, Arménie. 107 marathons, 107 jours, 4550 km, avec 39 000 mètres dénivelé positif accumulés. C'était jamais plat. Pour lui donner la lettre, mais la lettre je ne l'ai pas donnée, je n'avais pas de rendez-vous avec lui. J'aurais dû rencontrer d'abord l'ambassadeur à Paris de Turquie pour lui donner la lettre, pour qu'il le remet et que s'il veut bien accepter de me recevoir. C'est une lettre ouverte, j'adresse à tous les présidents, pas que lui, que ceux qui déclenchent des guerres. Les donneurs d'ordre, c'est les chefs d'État qui sont chefs de l'armée qui donnent d'ordre pour aller tuer ou massacrer ou je ne sais pas comment dire. Et je me suis dit, tiens, je suis né au Liban, Marseille, ville de mon adoption, jusqu'à capitale de ma naissance, Beyrouth, qu'est-ce que je peux faire? Et à la fois, cette fois-ci, je voulais faire quelque chose d'humanitaire, pas seulement pour la paix. L'Everest, c'était Everest for Peace, Everest pour la paix. La course Marseille-Réven, c'était Run for Peace, courir pour la paix. Et là, je voulais faire ramer pour la paix, Rowing for Peace, de Marseille, ville de mon adoption, jusqu'à capitale de ma naissance, Beyrouth, à la fois pour la paix et humanitaire. Et je suis parti le 22 mai cette année, 2023. Ça m'a pris 88 jours, 3600 km. Et j'ai récolté 10 000 € pour le Liban, pour une association qui s'appelle Ashrafi et 2020, qui est l'équivalent de Resto du Cœur en France, pour leur reverser ça. Bon, j'aurais aimé récolter plus, mais bon. Ce que je trouve original en plus dans ta démarche, c'est que les gens ont tendance à prêter leur cerveau, leur réflexion, leur intelligence, entre guillemets, qui est quand même souvent relative. Et toi, tu prêtes ton corps en fait. Il y a quelque chose de plus concret. Tu n'es pas là pour parler, tu es là pour t'entraîner, tu es là pour performer, Parler, pour incarner, faire quelque chose. Quoi. Tout à fait. Parler, c'est bien, faire, c'est mieux. Moi, je suis dans le faire, de faire les choses. Voilà, c'est j'aime l'action, j'aime me dépasser, j'aime... Si tu étais un enfant, on dirait que tu es hyperactif. Oui, enfin, peut-être je suis un hyperactif, mais... Comment les gens accueillent ça justement autour de toi? Toutes ces performances? En Marseille, on dit fada. Ah ouais. Et moi, je leur dis, sans graines de folie, la vie n'est pas la peine d'être vécue. Et bien sûr, quelqu'un, tu dis, tu veux gravir l'Everest, te dire, tu es fou, mais qu'est-ce que tu risques? Tu vas risquer ta vie, tout ça. Parce qu'ils ont leur propre peur, c'est ça l'histoire. C'est que, mais chacun en lui, ce que je fais dans les écoles, quand je rentre dans une classe, c'est que la première chose que je leur dis, vous êtes tous intelligents, vous êtes tous beaux. Personne ne peut vous dire le contraire. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec votre intelligence? Vous pouvez caresser comme vous pouvez frapper, vous pouvez construire comme vous pouvez détruire. Les deux, ça demande de l'intelligence. Ouais. Bon, voilà. Alors après, c'est une histoire de pratique. Il faut mettre en pratique. Mais souvent, ils n'ont pas de rêve, ils ont peur, ils ont... Voilà, alors... Et tout vient petit à petit. Je n'ai pas gravi l'Everest. Avant de l'Everest, j'ai gravi 22 sommets. Je commençais au plus petit. Avant de courir un marathon, j'ai couru 5 bornes. 10, 15, 20, 25, 30. Tu voudrais quand même pas dire que tout le monde peut y arriver? Tout le monde peut y arriver. Mais encore une fois, il faut aimer. Ouais. Le secret, chaque fois que je Il y a la question du plaisir à chercher derrière. Exactement, le plaisir et la joie, la vraie joie, c'est ça. La vraie joie, c'est quand on atteint notre objectif ou avec énormément de difficultés ou énormément de transpiration, on va dire, d'effort, la joie et le plaisir, le vrai joie et le vrai plaisir sont là. Là, j'ai énormément de joie de discuter ensemble, d'être ici sur une terrasse magnifique. Mais ça ne demande pas le même effort. Voilà. Ce que tu voudrais dire, c'est qu'on récolte d'autant plus qu'on a fourni un effort. Exactement. Oui, après un effort, la joie est différente.
On Que dit quand ça tombe de l'arbre, quoi. Quand on a participé à ce que ça arrive, c'est meilleur que quand ça tombe de l'arbre, en fait. Exactement. C'est ça? Tout à fait, tout à fait. C'est waouh, voilà l'effort qui est. C'est cette histoire de philosophie de l'effort dont tu parles, parce que c'est un terme que C'est j'ai ça. revu à plusieurs endroits dans Ouais. ce qui est écrit autour de toi. Je me suis dit, c'est quoi cette histoire de philosophie de l'effort? J'ai Ouais. imaginé plein de choses, mais donc on est en train d'en parler là. Exactement. C'est notre énergie pour tous nos défis. Le titre de mon podcast, enfin pas podcast, mais quand je présente aux jeunes, quand je leur montre les images de l'Everest, c'est voilà, de notre énergie pour tous nos défis. Comment tu canalises ton énergie? Et c'est pour ça que, comme je leur dis, la journée est faite 24 heures. Et J'ai une fois fait une blague sur l'hyperactivité, mais il y a une vraie question quand même Non, depuis mais quelques temps où les jeunes sont dits hyperactifs et en même temps, philosophie de l'effort, c'est plus trop à la mode puisque le but maintenant c'est de faire le moins d'efforts possible, de ne plus avoir à se déplacer pour faire ses courses, que tout se fasse en claquant des doigts en fait. Donc quelque chose à contre-courant dans tout ce que tu proposes. C'est à la fois pas si compliqué mais complètement révolutionnaire aussi parce que c'est plus à la mode en fait. Dire à un jeune lâche ton portable, va courir, puis tu veux un truc et faut le faire. Bon, c'est plus à la mode quoi. Oui, non, mais parce que c'est les jeunes, c'est un problème de frustration. C'est que les parents, il faut les frustrer, les gamins, pour qu'ils sachent qu'est-ce que c'est l'effort. Ça veut dire que si on leur donne tout de suite, et bien sûr, si... Mais ils n'ont pas appris ça de nulle part. Ils ont appris ça. C'est les parents qui font l'éducation. Ainsi que il faut. Donc c'est les parents qu'il faut éduquer, à éduquer les enfants. Exactement. C'est pas les enfants alors qu'il faut éduquer. Il faut éduquer les parents pour éduquer leurs enfants. Et que moi, je pense que comme j'étais frustré, je l'ai transformé en positif, ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire j'aurais pu basculer dans le mauvais côté. J'étais sur une file rouge. Je pouvais dire en arrivant en France, je suis nul. Mon père il m'a dit que j'étais nul. Je suis bon à rien. Donc je fais plus rien quoi. Je me laisse aller. Voilà, parce qu'il me disait tu vas finir SDF et tout ça. Mais moi je l'ai transformé en force en disant je vais lui montrer de quoi je suis capable. Et c'est là qui un peu la tête dure alors quoi. Voilà. Et en plus de ça, j'étais au pied du mur. Je veux dire où. L'être humain, la première chose qu'il a besoin, c'est de se loger, enfin de se nourrir, de se vêtir et de se loger. Et voilà, alors si on donne au gamin, il dit que je veux un pantalon, on lui donne un pantalon, je veux une portable. Moi, mon fils, quand il m'a demandé une portable à l'âge de 11 ans, je dis attends, ça vaut une fortune. On ne peut pas te demander à toi ça à ce moment-là. Voilà. C'est compliqué. Exactement. Donc, il savait déjà qu'il fallait qu'il marche. C'est ça. Oui, alors je pouvais lui acheter 10 portables, mais je lui ai dit non, mais attends, je vais économiser pour l'acheter. Je vais demander à papy, mamie qu'on récolte pour t'acheter ton téléphone. Et quand je lui ai acheté son téléphone, il a gardé 10 ans. Il a su ce que c'est la valeur. C'est ça le truc, comprendre ce que c'est la valeur du travail, la valeur des objets. Aujourd'hui, on parle de sobriété. J'étais sobre, moi, toute ma vie. D'abord, parce que j'étais obligé d'être sobre parce que je n'avais pas les moyens. Et une fois que j'avais les moyens, j'ai eu, grâce à la psychanalyse, de dire qu'est-ce qui est important? C'est les objets sont importants, c'est l'être humain qui est important. Ouais. Et ce que j'avais compris, que c'est en partant de ce monde, ce qu'on amène avec nous, c'est les souvenirs qu'on a laissés dans les cœurs des gens et les souvenirs qu'on va l'amener si, je dis bien si, on amène quelque chose. On amène en général rien du tout. Mais admettons si on va amener quelque chose, si on a cette chance-là, on va amener que des souvenirs. Et le maximum de bon temps qu'on peut prendre en famille, avec ses amis, et faire des choses aujourd'hui, sans arrêt, j'y pense, cette souffrance, quand j'ai pleuré, quand j'ai gravi l'Everest, quand j'ai couru, j'ai pleuré, tout ça, c'est des moments intenses, extrêmes, où tu es dans ta chair, jusqu'à l'os, quoi. Tu as vécu quelque chose extraordinaire, je n'aime pas dire extraordinaire, qui sort de l'ordinaire. Oui, c'est extraordinaire, mais oui. Moi, je ne peux pas dire de moi-même, oui. C'est quelqu'un d'autre s'il veut le dire. Moi, j'ai vécu des choses qui sortent de l'ordinaire. Et voilà, et c'est ça. Je veux dire que je dis aux jeunes, si vous voulez dire quelque chose extraordinaire ou vous voulez quelque chose, voilà, c'est possible. Mais cherchez en vous ce qui vous fait vibrer, ce que vous aimez, et mettez les moyens pour y arriver. C'est vrai que tu fais un parallèle par rapport aux enfants, mais il y a aussi un parallèle que moi je note depuis quelques temps, c'est qu'on fait intervenir des sportifs de l'extrême pour parler à des chefs d'entreprise. C'est une mode que j'entends de plus en plus. Comme on a allé chercher à un moment donné beaucoup de négociateurs au GIGN, au RAID, pour parler à des négociateurs en entreprise notamment, pour faire de la médiation.
on vient chercher de plus en plus de sportifs. Qu'est-ce que tu en penses de cette histoire? C'est bon, c'est intéressant? Le parallèle est bon à ton avis? Non, on s'éloigne de l'humain. Un salarié, un chef d'entreprise, un manager, un salarié, c'est des humains. Les humains marchent avec de l'émotion. Il faut mettre de l'émotion, il faut mettre un sens et que tout le monde trouve le sens dans l'entreprise. C'est ça le truc, c'est que le salarié, le manager, le chef d'entreprise, on est là, c'est vrai qu'on est là pour gagner de l'argent, mais la grande différence, c'est que tu es seul, toi. C'est-à-dire que ça te regarde toi et toi-même. Tu n'embarques pas les autres dans quelque chose. Moi, je cherchais... Mais la mentalité du sportif de l'extrême serait recherchée pour le chef d'entreprise. La détermination. Tu vois ce que je veux dire? La détermination du sportif, on aimerait pouvoir l'installer dans l'esprit du chef d'entreprise. Parce que tu dépasses tes limites et qu'une des questions pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est d'avoir peur d'entreprendre. Et finalement, on peut dire que tu es un grand entrepreneur. Peut-être pas de grandes entreprises qui rapportent des sous, mais de grandes entreprises humaines. Oui, merci de me le dire, mais je ne sais pas, moi je fais des choses que j'aime et en même temps je suis entouré avec des gens, en plus moi c'est des bénévoles souvent qui m'aident à mettre en place tout ça, c'est comme la présidente de l'association TCAP 21, Trisomie 21 ou toutes les jeunes qui sont atteintes de trisomie qui m'ont accompagné dans ce projet. Voilà, c'est moi pour que j'arrive, il faut que je sois entouré, il faut que ça soit pour une bonne cause. Sinon, je n'arriverai pas. Parce qu'à un moment donné, si je le fais que pour moi, je n'arriverai pas parce que je me dis, bon, c'est bon, laisse tomber, quoi. Alors que quand j'amène un drapeau de la paix au sommet, quand... on attend, en fait, c'est aussi pour quelqu'un d'autre. C'est ça. C'est que symboliquement, les gens attendent que tu ailles au bout de ce que tu as dit. Exactement, la parole, ah oui, mais ça c'est... Donc c'est la question d'incarner une parole. Exactement. On s'est engagé. Oui, tout à fait, ça j'ai oublié de dire, mais c'est exact, s'engager et donner sa parole. Et moi quand je donne ma parole, je vais jusqu'au bout. C'est ce que disent les Américains, c'est marcher sa parole. Les Amérindiens disent ça, on marche sa parole. Ben, c'est ça, marcher sa parole. Ah oui, excellent, je ne savais pas. Mais voilà, je commence à donner ma parole et je me dis maintenant que j'ai donné ma parole, il faut que je tienne, il faut que j'aille au bout. Et c'est ça qui me pousse à aller au bout parce qu'à un moment donné, on a envie d'abandonner à chaque fois. Hein. C'est normal. Et oui, voilà. Alors du coup, c'est ça. J'essaye de donner ma parole, de parier. Souvent, on me dit « Ah, mais tu n'y arriveras pas ». Alors là, j'adore ça quand on me dit ça. La provocation. La provocation, je crois que tu auras du mal à le faire. Je pense même que tu n'y arriveras pas. Allez hop, c'est parti. Voilà, exactement. Chaque fois, c'est pareil. Alors j'aime les deux, j'aime les deux qui m'encouragent, je me dis vas-y, on te croit en toi, tout ça. Et j'aime que d'autres me disent c'est pas possible, tu n'es pas capable et tout ça. Alors, personne n'y est arrivé. Personne n'y est arrivé, exactement. Alors voilà, c'est un jeu pour moi, hein. Ça m'amuse énormément. Il faut s'amuser. Tout ça, ça m'amuse énormément. La base de tout, c'est s'amuser. Les enfants qui s'amusent à l'école, ils réussissent à l'école. Oui, on ne voit pas le temps passer, on a du plaisir et c'est du carburant. Exactement, les entrepreneurs, les salariés, il faut que ça les amuse. Il faut que le patron, qu'il les amuse. Trouver le moyen de s'amuser pour arriver. Le salarié, il faut qu'il vienne, ou l'élève, il faut qu'il vienne à l'école sans le boule au ventre. Et je leur dis, c'est que l'école, il faut qu'il a peur de vous. L'entreprise, il faut qu'il a peur de vous. Pas vous de l'entreprise, pas vous de l'école. Et il faut qu'ils arrivent. Et ça, les profs, moi je trouve, c'est un des plus beaux métiers. Ce que je voulais faire quand j'étais gamin et quand je voyais les photos de ceux qui ont créé l'école d'Emirjan, j'étais l'école d'Emirjan à Beyrouth. Il y avait Gulbenkian, la photo de Gulbenkian, la photo de Manoukian, la photo d'Emirjan et je disais, voilà, ça c'est des mécènes. C'est des mécènes qui ont créé l'école. Et moi je voulais devenir un mécène à mon tour. Bon, je n'ai pas devenu millionnaire. Et être enseignant, transmettre. Je trouve un des plus beaux métiers du monde, un des plus durs métiers du monde, c'est de transmettre. Et aujourd'hui, j'ai cette chance-là d'aller, je suis souvent invité dans les écoles, collèges, entreprises, pour transmettre de ce que j'ai vécu, hein, tout simplement. C'est voilà, par où je suis passé, les difficultés, comment je me prépare pour atteindre mes objectifs et tout ça. Et voilà, je suis ravi. Et pour moi, élever, c'est s'élever. Quand quelqu'un était à genoux
on élève, on s'élève. Et pour moi, la plus belle réussite, c'est ça. C'est pas d'avoir des fortunes, d'avoir des entreprises et tout ça. Pour moi, la réussite, c'est s'élever pour élever pour s'élever. Il te reste des défis là? Parce qu'en fait, bien quand sûr. j'écoute, je me dis, il a tout fait. Non, chaque défi me permet d'aller dans une autre. C'est moi, le mot fini, le mot j'ai réussi, Bon, c'est le pas mot possible tout ça. le mot que je connais, je sais, ça je sais pas. Je sais pas, je suis pas arrivé et la vie continue. C'est quand on est dans 6 planches, là ça sera fini et on fait le bilan après. Maintenant, tout m'a permis, l'Everest m'a permis, les sommets avant, le Mont Blanc, le Mont Rad, qui m'a permis de faire l'Everest. L'Everest m'a permis de courir de Marseille jusqu'à Erevan. Marseille-Erevan, ça m'a permis de faire ramer de Marseille jusqu'à Beyrouth. Et c'est comme ça. Dans ton esprit, justement, est-ce que tu as une sorte de petite liste de choses que tu as envie de faire ou est-ce que tu te laisses porter en te disant je vais aller dans un pays, on va me proposer un truc et je verrai dans l'instant présent? Ou est-ce que tu as une liste un peu de petits défis quand même qu'il va falloir que tu fasses? Mais comme ça me prend chaque fois entre 2 et 3 mois et 4 mois pour faire les... J'ai tout le temps de réfléchir à ce que je veux faire le prochain. Ouais. C'est comme ça que ça s'est passé. Okay. Quand j'étais en train de courir, je pensais... Quand j'étais à l'Everest, je pensais comment je vais remettre la lettre à Erdogan et j'ai couru. Quand je courais, j'avais le temps de réfléchir. Le prochain, ça sera quoi? C'était de ramer. Et c'est vrai que pendant que j'ai ramé, j'ai eu une idée un peu plus compliquée pour mettre en place. J'en ai 2 aujourd'hui. Et un, c'est voler avec un pédalo. Ça veut dire que c'est un avion, c'est un planeur à pédale. On peut faire un record, tout ça. Et le deuxième que je commençais, c'est un peu plus simple à mettre en place, mais beaucoup plus dur à le réaliser, c'est le gainage. Plank en anglais, le gainage sur les coudes et sur les pointes des pieds. Ouais. Le record au jour d'aujourd'hui, c'est de 9h, 38 minutes, 47 secondes. Ah oui. Et j'aimerais amener ce record en France, Ouais. à Marseille, au Cercle des Nageurs, où je m'entraîne. Ouais. Voilà, c'est un cadeau que j'aimerais faire à la France, si je réussis, d'amener ce record en France. Et ça va remonter sur le classement la France. Voilà. Oui, ça sera, le record est un franco-libano-arménien qui a réussi voilà. Et cette motivation, ça veut dire que si je ne le fais pas pour la France, si je ne le fais pas pour Marseille, si je ne le fais pas pour la paix, ça va s'appeler Plank for Peace, Stop War, arrêter la guerre. Et comme tout était en mouvement jusqu'à maintenant, l'Everest, la course, j'étais en mouvement. Et là, ça va être en statique. Ouais. Et je veux dire, voilà, on arrête les guerres. J'arrête pendant, si tout va bien, pendant 10 heures. J'imagine les 10 heures. Ouais. Voilà, et de faire ce... Voilà. D'autant quand on est dans une activité physique aussi longue, je ne peux pas comparer évidemment ce que je peux faire et ce que tu fais, mais je voudrais vérifier. Je trouve qu'on est dans un état un peu second et on peut être amené à avoir un type de réflexion qu'on n'a pas forcément dans la vie de tous les jours, quoi. Et c'est pour ça que je me disais que quand tu mets 45 jours à arriver au-dessus d'une montagne, je pense qu'on est dans une réflexion qui est d'un autre ordre en fait. On se projette probablement autrement. Oui, mais moi, c'est la promesse qui me pousse à aller au bout. J'avais ces drapeaux. D'abord, j'ai eu des sponsors qui ont financé, des mécènes qui ont financé le projet. Et j'ai dit, voilà, j'ai donné ma parole, il faut que j'aille jusqu'au bout. Je reste concentré dans ce que je fais. J'arrive à me mettre dans un état de concentration pour y arriver. Et voilà, je me mets dans une mode machine. Alors des copains avec qui je fais le Tour de Corse à vélo, l'Islande à vélo, qui étaient moitié de mon âge, et ils me disaient que tu es une machine. Et quand je me mets dans un truc où je me mets dans un état, très concentré et discipliné. Ce que j'explique aux jeunes, c'est être discipliné, avoir des bonnes habitudes. Je me lève toujours aux mêmes heures, je m'entraîne toujours pareil. J'allais demander justement comment se passe la préparation mentale. Donc on a déjà une image. Il y a un réveil tous les matins, du sport tous les jours, un réveil tous les matins assez tôt, c'est ça? C'est ça, les gens qui me disent j'ai pas le temps de faire du sport, j'ai pas le temps de faire ceci. D'abord, tout le monde, il faut qu'il soit du sport au moins une demi-heure par jour. C'est comme les brosses à dents, on se brosse la dent tous les jours, mais il y en a qui me disent je fais 3 heures de sport le dimanche.
Ouais. Ça sert, c'est pas mal, c'est mieux que rien. Mais c'est quotidiennement. Et Vaut c'est mieux ça, faire c'est 30 minutes tous les jours que 3 heures une fois par jour. Exactement. Une fois par semaine. la régularité et le bon, comment dire, avoir une discipline, des bonnes habitudes et des bonnes routines. Et quand on le met ça, on ne réfléchit plus après à un moment donné. On se lève parce qu'on a un objectif à atteindre. Mais dans tous les métiers, c'est comme ça. Tu fais du piano 3 heures par jour, 7 jours sur 7, 365 jours par an, tu deviens très bonne pianiste. Si tu fais 6 heures, tu deviens champion du monde. C'est ça, hein, tous les secrets quand on oublie parfois en voyant des grands sportifs que c'est des années de pratique. Exactement. Pour un mouvement qui peut durer quelques secondes ou quelques minutes, mais il en a fallu du boulot derrière. Exactement. Pourquoi les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans? Pour préparer une athlète, il faut 4 ans. 4 ans, tous les jours, presque tous les jours, 6 jours sur 7, à s'entraîner 6 heures par jour, pour que peut-être qu'il devienne champion du monde. Il devienne très très bon, mais c'est ça que j'explique. J'ai discuté avec des nageurs qui vont participer aux Jeux Olympiques. Je vais essayer de travailler mentalement avec eux. Je veux dire, ils ont le physique, ils ont tout ça. C'est que c'est le corps qu'il faut le préparer, le cœur qu'il faut le préparer. Le cœur, c'est les accélérations, qu'il faut avoir un cœur qui est bien accroché. Les tripes, hein. Il faut avoir les tripes pour y aller. Le mental et la foi. Pour qui, pourquoi tu vas faire ça? Exactement. Il faut y croire en tout ça. Il faut croire à ce que tu es, enfin, croire à ton projet, à croire que tu vas pouvoir aller chercher cette médaille. C'est ça, parce que souvent, ils s'entraînent, mais ils ne croient pas à leur capacité. Voilà, et promettez-le. Promettez-le, faites un pari, promettez à quelqu'un que vous aimez le plus au monde. Pendant que vous allez plonger pour aller chercher cette médaille, il faut penser à cette personne et dire je vais aller chercher cette médaille pour toi. C'est un acte d'amour à chaque fois. Moi, c'est ce que j'entends depuis le début. Exactement. Alors, le formule, c'est rêver. Puisqu'on emporte l'autre avec nous. Exactement. Rêver, aimer, oser, être déterminé, croire. Ça, c'est 5%. 95% de transpiration, de sueur pour atteindre vos objectifs. 95% de transpiration. Mais il faut commencer par rêver. Une question un peu plus, enfin je dirais pas bassement matérielle, mais enfin, je me demande comment tu fais pour vivre. On n'aura pas forcément tous les détails, mais les levées de fonds, tout ça, ça demande de la communication, de la gestion. C'est pas toi qui t'occupes de tout ça, tu as autre chose à faire. Donc tu es entouré, comment ça se passe? Un peu plus concrètement, si on peut en savoir un peu plus, quoi. Oui, je suis entouré, comme j'ai dit, je porte ce projet pour cette association, pour mettre la lumière souvent, enfin tous les défis. Il y a l'association qui m'accompagne, TCAP 21, Trisomie 21, ou pour amener la lumière sur cette association, pour parler de l'handicap. Et cette fois-ci, c'était le Liban aussi. Je suis ambassadeur de cette association qui s'appelle Achafi 2020, où je récoltais les fonds. Et les entreprises, presque eux maintenant, ils me disent quel est ton prochain défi. C'est ça, comme je suis quelqu'un où quand je promets, j'arrive au bout, c'est eux qui viennent maintenant me dire quel est ton prochain, on est prêt à t'aider, quoi. Alors voilà, et c'est ça la clé. Donc ça devient vertueux. Au départ, tu mets les moyens pour, tu montres que tu es capable. Et puis les gens disent, mais on peut en être, est-ce qu'on peut se rajouter à la locomotive? Exactement, on peut compter sur lui. On peut compter sur... Et c'est ça, aux salariés, j'ai dit, quand vous allez voir un patron, dites, je ne veux pas de salaire, je veux vous montrer de quoi je suis capable. Vous travaillez gratuitement pendant un mois. Vous leur montrez de quoi je suis capable, après vous discutez votre salaire. Vous n'arrivez pas en disant que je veux ceci ou cela. Montre de ce que tu es faire. Et là, le patron, le chef d'entreprise, il va dire waouh, le gars, il a des tripes, quoi. Il est là, voilà. Et c'est ça, il faut montrer de quoi on est capable. Et après, les portes s'ouvrent tout seuls. Mais on n'arrive pas comme ça, sans rien faire. Moi, j'avais du mal à en parler au départ. Quand j'ai dit l'Everest et tout ça, souvent c'est comme ça que je fais. Avant le défi, j'ai du mal à en parler. Parce que je me dis, mais ça fait un peu prétentieux, quoi, de dire je veux faire ceci, je veux faire cela. Alors je ne parle pas très fort. J'ai dit, bon, je veux faire ça, vous voulez m'accompagner? Ou les autres me disent, ouais, machin, et tout ça. Enfin voilà.
Alors ça fait que c'est pas évident, c'est pas évident. Bon, maintenant je prends de plus en plus d'assurance, mais c'est pas encore ça bien sûr. Mais voilà, je tape aux portes et je dis voilà, j'ai ça à faire, vous voulez bien m'accompagner? Bon, ils me disent oui souvent. Alors, Arakat Choudourian, on va sur la dernière question de l'émission. Selon toi, où va le monde alors? Ah, ça c'est une très bonne question. Malheureusement, technologiquement, extraordinaire. En 100 ans, on a fait des choses mais formidables. L'avion, le téléphone, enfin, extraordinaire. Mais humainement, c'est catastrophique. Humainement, on recule. Et voilà, alors c'est ça, je ne sais pas où ça va aller comme ça, côté écologie, côté tout ça. On parle d'écologie, mais en même temps on démolit. J'avais fait les calculs. Première guerre mondiale aujourd'hui, 122 ans, 122 millions de morts. Voilà. Pour vous dire un chiffre rond comme ça, hein, 122 millions de morts à cause des guerres. Il y a, depuis Deuxième Guerre mondiale au jour d'aujourd'hui, nous sommes 2023, vous savez combien de jours de paix il y a eu dans le monde? Non. 2 jours. Et il y a centaines de conflits en permanence dans le monde qu'on n'entend pas. Centaines de conflits. C'est l'humain, c'est les chefs d'État, ils veulent le pouvoir et l'argent et que l'humain n'a pas de valeur, c'est pour ces gens-là. Mais c'est tellement gros, c'est tellement incompréhensible que je ne sais pas quoi dire. Ils sont capables, qu'ils se mettent, 2 chefs d'État dans le désert avec leurs hommes, qui se battent entre eux. Pourquoi on bombarde les villes? Pourquoi on tue des personnes âgées, des enfants, des femmes? Enfin, le boulanger, j'ai dit le boulanger français, le boulanger arménien, le boulanger libanais, le boulanger chinois, ils se lèvent tous le matin à 3 heures pour faire du pain. Quand vous rentrez dans la boulangerie, ils vous demandent de quelle origine, de quelle race, de quel ceci, de quel... Ils ne vous demandent rien. Ils vous vendent le pain, il gagne sa vie, il nourrit sa famille. Il nous nourrit, le médecin si on est malade, on ne demande pas de quelle couleur de peau on est, quelle religion on est, tout ça, on nous soigne. J'ai les Jeux Olympiques, on parle de sport depuis tout à l'heure, tous jouent ensemble et qu'après on se serre la main. C'est les chefs d'État qui se font parce qu'il y a du pétrole, il y a du gaz, ils veulent passer sur un pipeline, ils veulent passer je ne sais pas quoi. Et au bout du compte, après avoir tué 500 000 personnes au Liban, après avoir tué 1,5 million en Irak, ils se mettent à table pour discuter, pour trouver une solution. Mais mettez-vous tout de suite à table et trouvez une solution avant de tuer tous ces gens-là qui mettent... Alors, je ne parle pas de tous qui sont morts, c'est que s'il y a 1 million de personnes qui sont mortes, il y a 5 millions de blessés. Il y a 10 millions par an qui sont en deuil. Mais vous imaginez un peu tout ça, c'est terrible. Ma grand-mère, elle a vécu 3 guerres. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale, la guerre du Liban. Mes parents, ils ont vécu Deuxième guerre mondiale, la guerre du Liban. Moi, j'ai vécu la guerre du Liban. Et ce que je dis, que je ne veux pas que mon fils, qui vit une guerre encore, voilà. On a 3 générations, on a vécu des guerres et c'est pour ça que j'œuvre pour la paix. Et à travers les défis sportifs, je m'adresse aux chefs d'État pour cesser de faire les guerres et de tuer des gens. Et malheureusement, je crois que l'émission restera toujours d'actualité, mais en tout cas, on passe le bonjour à ton fils, et puis je te remercie pour toutes tes réponses, parce que je trouve que c'est un très beau message, en tout cas pour nos auditeurs. C'est moi, merci. Merci à toi de m'avoir donné la parole.